Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information de 13h sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Tout de suite, le sommaire de ce journal. Après plusieurs jours d'atermoiement, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est enfin arrivé hier à Juba, où il a immédiatement prêté serment comme vice-président, appelant à l'unité et à la réconciliation aux côtés du président Salva Kiir. Le président de l'organisation patronale française MEDEF Pierre Gattaz est à Abidjan pour nouer un partenariat durable gagnant-gagnant. Ce geste marque le souhait de Pierre Gattaz de relever la part de marché de l'Hexagone. Patrice Talon est à Paris où il a rencontré pour la première fois depuis sa prise de fonction à la tête du Bénin son homologue français François Hollande au palais de l'Élysée. Les deux hommes d'État ont d'abord eu un tête-à-tête avant de donner une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils ont affiché leur volonté de développer de chaleureuses relations de coopération. Voilà pour la vitrine de ce journal. Une fois encore, bienvenue. Et comme annoncé au sommaire, après plusieurs jours de report, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est enfin arrivé à Juba, où il a immédiatement prêté serment comme vice-président, appelant à l'unité et à la réconciliation aux côtés du président Salva Kiir, qui a demandé pardon au peuple soudanais avec la volonté ferme de ramener le Soudan sur la voie de la paix et du développement. Le compte rendu est signé Ahmed Dioebogo. Le retour de Riek Machar à Juba est certes considéré comme une condition sine qua non à la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 26 août 2015, mais il est loin de tout régler. Le feuilleton des derniers jours montre à quel point la défiance est grande entre les deux camps, même si le président Salva Kiir se veut confiant. Je m'excuse à nouveau devant le peuple du Soudan du Sud pour la situation que nous dirigeants avons créée. Nous avons été patients tout au long de cette crise et bien que la route devant nous contient encore de nombreux défis, nous sommes déterminés à faire avancer notre pays. Se voulant également rassurant, Riek Machar a lancé un appel aux groupes armés qui ne s'estiment pas soumis aux accords écrits. Comme je l'ai dit, je ne blâme personne. Ce n'était pas prévu, mais malgré tout, pour mettre en place un tel accord de paix, nous avons besoin de ressources et je pense que nos partenaires et le gouvernement vont marcher main dans la main afin de ne pas retarder la mise en place du processus de paix. J'espère que la situation va se stabiliser le plus rapidement possible en termes de sécurité. Les défis qui attendent Salva Kiir et Machar sont immenses, en commençant par la maîtrise complète des éléments les plus radicaux au sein de leurs camps respectifs, car le moindre incident pourrait enflammer Juba. Eh bien, ce sujet fera l'objet du focus de ce journal avec Ahmed Dioebogo comme invité. Et cette information de la première rencontre entre le nouveau président béninois Patrice Talon et son homologue français François Hollande qui a eu lieu au palais de l'Élysée. Les deux hommes d'État ont d'abord eu un tête-à-tête avant de donner une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils ont affiché leur volonté de développer de chaleureuses relations de coopération. Le point avec Abdoulaziz Mega. Poignée de main ferme et large sourire, signe d'une coopération au beau fixe entre le Bénin et la France. En effet, ce premier tête-à-tête entre le nouveau chef d'État béninois Patrice Talon et son homologue français François Hollande s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Occasion pour le président hôte de saluer la transparence de l'élection béninoise qui a porté Patrice Talon au pouvoir. Je lui ai renouvelé mes félicitations personnelles, politiques, pour son élection qui a été à la fois claire par son résultat, mais transparente aussi par les conditions du scrutin. Le numéro 1 béninois souhaite une coopération plus ambitieuse au service de son programme d'action intitulé Le Nouveau Départ, mais aussi dans le domaine sécuritaire. Nous allons opérer des réformes politiques et administratives dans notre pays pour améliorer la gouvernance. J'ai l'ambition, et j'aime bien le dire haut et fort, au terme de 5 années, de faire le miracle, de réaliser cette magie. Et nous voudrons pouvoir compter sur vous pour nous apporter de la compétence tout de suite, parce que le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. Âgé de 58 ans,
Patrice Talon est sorti largement vainqueur du second tour de l'élection présidentielle au Bénin au terme d'un scrutin sans incident majeur. En Tunisie, le président de l'instance électorale Chafik Zarzar a indiqué que le pays se dirige vers la tenue d'élections municipales en mars 2017, une date fixée par consensus, le temps pour les organisateurs de promulguer la loi électorale. Mariette Biogo. 5 ans après la révolution du jasmin en Tunisie, le pays a enfin fixé une date pour les élections municipales. Comme il y a eu un dépassement de la date de la feuille de route, nous avons trouvé une sorte de consensus sur la date fixée en mars 2017 pour les élections municipales. Une loi électorale spécifique aux municipales doit toutefois encore être promulguée et un nouveau découpage électoral institué, car la nouvelle constitution prévoit que les municipalités doivent couvrir tout le territoire tunisien. Absolument, il est possible d'organiser les élections municipales en mars 2017. Tout simplement parce qu'on a actuellement le temps pour la promulgation de la loi électorale et avant même donc, le découpage électoral. La confiance en l'instance, elle est assez établie. On perçoit très clairement que même dans les déclarations des politiciens, il a complètement changé. Actuellement, ils ont confiance en l'instance. Après la révolution qui a emporté la dictature de Ben Ali en janvier 2011, les municipalités tunisiennes ont été dissoutes et remplacées par des délégations spéciales chargées de gérer les affaires courantes. En visite à Tripoli mardi, la chef de la mission de l'Union européenne a exhorté le Parlement à tenir une séance de vote incessamment pour accorder sa confiance au gouvernement d'union. Retrouvons une fois de plus Mariette Biogo pour les précisions. Pour sa première visite à Tripoli, la capitale libyenne, Natalia Apostolova, la chef de délégation de l'Union européenne dans le pays, a renouvelé la confiance de l'institution qu'elle dirige pour le gouvernement d'union nationale. Nous sommes venus aujourd'hui pour exprimer notre soutien entier pour le Conseil présidentiel et le gouvernement d'union nationale. Elle a toutefois invité le Parlement installé à Tobrouk à voter le plus rapidement possible en faveur de ce gouvernement d'union. Donc nous croyons fortement au pouvoir du Parlement ainsi qu'à ses responsabilités qu'il doit prendre maintenant. Néanmoins, nous encourageons le Conseil présidentiel à prendre ses fonctions de l'exécutif dès que possible. Natalia Apostolova dit avoir évoqué lors d'entretiens avec les membres du gouvernement des mesures sécuritaires sur le terrain et les moyens d'aider le gouvernement à former une véritable armée et une véritable police. L'Union européenne envisage également de former les gardes-côtes libyens et d'élargir le mandat de Sophia, l'opération navale de l'UE de lutte contre les passeurs de migrants au large de la Libye, mise sur pied à l'été 2015. De l'économie pour la suite, le président de l'organisation patronale française MEDEF, Pierre Gattaz, est à Abidjan pour nouer un partenariat durable et gagnant-gagnant. Ce geste marque le souhait de Pierre Gattaz de relever la part de marché de l'Hexagone qui a chuté de moitié en une décennie. Le compte rendu dans ce reportage. Si la France reste le premier investisseur en Côte d'Ivoire, sa part de marché y a nettement baissé, passant de 28% à 11% en 10 ans. Passant derrière le Nigeria, a déclaré Pierre Gattaz, à la tête d'une délégation de 150 chefs d'entreprise, la plus grosse mission depuis 20 ans dans le pays. C'est dans cette perspective que les entreprises françaises veulent aujourd'hui nouer un partenariat durable de gagnant-gagnant en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas être là pour 6 mois, il ne faut pas être là pour 3 mois, il faut être là pour les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Donc c'est vraiment la philosophie que je veux mener au MEDEF, mais surtout avec cette première délégation très importante, c'est de construire dans la durée. Pour Pierre Gattaz, les politiques françaises ont un rôle important à jouer pour soutenir la reconquête du marché, mais surtout sans arrogance en restant humble. De son côté, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Kakou Diagou, a invité le MEDEF à venir s'installer en Côte d'Ivoire. Nous avons souhaité le retour des entreprises françaises, pas seulement des grandes entreprises, mais aussi et surtout des PME qui sont à la dimension de nos investisseurs locaux et qui peuvent avoir un partenariat gagnant-gagnant avec ces entreprises et qui pouvons faire ainsi des entreprises pérennes. La Côte d'Ivoire, première puissance économique d'Afrique francophone, dit compter sur les entreprises françaises pour la transformation industrielle de ses produits agricoles.
Selon les chiffres officiels, 640 entreprises françaises sont présentes en Côte d'Ivoire, représentant un tiers du produit intérieur brut. Soulignant que ces entreprises, dont 160 représentent les grands groupes français, notamment dans les secteurs de la banque, du BTP ou du transport, emploient près de 35 000 personnes et contribuent à hauteur de 50% aux recettes de l'État en matière d'impôts sur les bénéfices, leur chiffre d'affaires cumulé représentant environ 30% du PIB du pays. Le MEDEF, présent en Afrique de l'Ouest, mais souhaite également à l'avenir s'implanter en Afrique subsaharienne. Cap sur le Gabon, toujours en économie. Pour la période 2016-2020, la Banque africaine de développement a adopté la stratégie de partenariat avec le pays. Dans le cadre de ce programme, la BAD pourrait apporter jusqu'à 811 milliards de francs CFA en prêts et en aide au pays. Des précisions dans ce reportage. Dans un communiqué publié le jeudi 21 avril, la Banque africaine de développement a indiqué l'adoption par son conseil d'administration de la stratégie de partenariat entre 2016 et 2020 entre l'institution financière et le Gabon. Le déboursement de ce financement dépendra toutefois de l'état d'avancement des projets proposés par ce pays. Le document sur la stratégie de partenariat fixe la feuille de route de la coopération technique et financière entre la BAD et le Gabon. Dans le cadre de ce programme, la BAD prévoit apporter jusqu'à 811 milliards de francs CFA à travers ses guichets publics et privés. Selon l'institution, ces ressources seront consacrées principalement à la diversification économique à travers le développement des infrastructures et l'amélioration du climat des affaires et le développement humain. Rappelons toutefois que c'est le 3e document de stratégie quinquennale adopté par les deux parties depuis 2006. L'adoption de cette feuille de route doit désormais être traduite en déboursements concrets qui dépendront de l'avancée des projets proposés par le gouvernement gabonais. Une phase délicate et complexe dans laquelle plusieurs accords ont été enregistrés au moment de la mise en œuvre des précédents documents de stratégie de partenariat. Et cette note de justice en Afrique du Sud, le Congrès national africain, le parti sud-africain au pouvoir, a porté plainte pour trahison contre le chef du parti d'opposition des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, après qu'il eut menacé de renverser le gouvernement. Des détails avec Eban Bala. La nouvelle a été annoncée ce 25 avril par le porte-parole de l'ANC, Zizi Kodwa, qui a affirmé qu'une plainte a bien été déposée par l'ANC à l'encontre de Julius Malema pour trahison. Julius Malema avait affirmé la veille dans une interview à Al Jazeera qu'il allait bientôt perdre patience et faire partir ce gouvernement à la pointe du fusil. Plus tôt lundi, l'ANC a dénoncé dans un communiqué les déclarations de ce dernier, les qualifiant d'inflammatoires, traîtres et séditieuses. Depuis plusieurs mois, les EFF, le parti de Julius Malema, réclament le départ du président sud-africain Jacob Zuma qu'ils accusent d'avoir corrompu le pays. Fin mars, le chef de l'État a été reconnu coupable par la justice d'avoir violé la Constitution en refusant de rembourser une partie des 20 millions d'euros d'argent public utilisés pour rénover sa résidence privée. Régulièrement, les députés du parti de Malema perturbent les séances parlementaires en interpellant la présidente de l'Assemblée sur des points de règlement ou scandant des slogans anti-Zuma. Enfin, les EFF espèrent confirmer leur ancrage dans le paysage politique sud-africain lors des prochaines élections municipales qui se tiendront le 3 août. En santé, à l'occasion de la journée mondiale contre le paludisme le 25 avril dernier, le rapport de l'OMS publié à cette date a montré que 6 pays du continent africain pourraient éradiquer la maladie d'ici l'an 2020. L'organisation félicite ces pays et souligne le besoin d'investissements importants dans les régions fortement touchées. Des précisions dans ce reportage. L'un des objectifs du plan de lutte 2016-2030 contre le paludisme de l'Organisation mondiale de la santé, publié en 2015, était d'éradiquer la maladie dans au moins 10 pays du monde d'ici 2020. Dans un nouveau rapport publié lundi 25 avril, l'organisation annonce que cela est réalisable dans 21 pays, dont 6 sur le continent africain, le plus touché par la maladie. Il s'agit de l'Algérie, du Cap-Vert, du Swaziland, du Botswana, de l'Afrique du Sud et des Comores. L'OMS félicite ces pays et souligne le besoin d'investissements importants dans les régions fortement touchées, particulièrement en Afrique. En Afrique du Sud, l'élimination de cette maladie est un objectif national. En 2014, le pays a enregistré près de 11 700 cas, presque 6 fois moins qu'en l'an 2000.
Les cas de paludisme y sont concentrés dans les régions frontalières avec le Swaziland, le Zimbabwe et le Mozambique. Selon l'OMS, avec une action ciblée et une coopération transfrontalière, l'Afrique du Sud a le potentiel pour éliminer la malaria en 2020. Rappelons toutefois que dans son rapport de 2015 sur le paludisme, l'OMS avait annoncé que la maladie reculait partout dans le monde, y compris sur le continent africain. Au cours des 15 dernières années, les taux de mortalité par paludisme y ont chuté de 66% dans toutes les tranches d'âge et de 71% chez les enfants de moins de 5 ans, une population particulièrement vulnérable face à la maladie. Et on parle d'environnement à présent, immergé jusqu'à la taille dans les eaux saphirs de l'océan Indien, au large de Zanzibar. Ntoua Voy Ameri noue de jeunes pousses d'algues à des piquets en bois et pestent. Les récoltes sont décimées par une eau devenue trop chaude, alors que la concurrence asiatique enfonce l'île aux épices. Le reportage de nos confrères de l'agence France Presse. Depuis 20 ans, M. Toumoua répète le même geste. Cette agricultrice cultive l'algue comme près de 20 000 femmes de Zanzibar. Je suis en train d'accrocher les jeunes algues sur ces cordes. Je vais attendre 2 mois qu'elles grandissent avant de les récolter. Une fois séchées, les algues sont exportées aux États-Unis, en France, en Chine, pour être utilisées dans des gélifiants alimentaires, des cosmétiques ou des médicaments. Alors qu'à Zanzibar, les hommes occupent habituellement tous les secteurs d'activité, les algues emploient 80% de femmes. C'est la principale source de revenus pour M. Toumoua et sa fille, mais peut-être plus pour longtemps. J'ai commencé à travailler dans ce domaine il y a 20 ans parce que je voulais augmenter mes revenus pour subvenir aux besoins de ma famille. Mais en ce moment, je suis découragée parce que les prix chutent. J'espère que ça va changer. Des baisses de salaire liées à un marché qui étouffe depuis le début de l'année. La cause principale, la concurrence indonésienne et philippine qui cassent les prix. Si Zanzibar reste pour le moment le 3e producteur mondial d'algues, en mars, l'archipel en a exporté 411 tonnes, soit moitié moins qu'en 2015 à la même période. Cette entreprise, l'une des plus grosses de l'île, dresse le même constat. Les profits de la compagnie ont chuté de 8 000 $ depuis le début de l'année. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire emploie de nombreux mineurs dans les plantations de cacao. Un vaste programme d'éducation a été déployé pour lutter contre ce fléau. Retrouvons nos confrères de l'agence France Presse. Des enfants à l'école plutôt que dans les plantations de cacao, c'est le programme mis en place par la Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des mineurs. Premier producteur mondial de cacao avec 35% des parts de marché, la Côte d'Ivoire souhaite redorer son image, quelque peu écornée par la présence d'enfants dans ses exploitations agricoles. Depuis 2011, près de 155 collèges et 18 000 salles de classe ont été ouverts ou rénovés. Depuis qu'il y a l'école, aujourd'hui, ces enfants-là, chaque jour, viennent à l'école. La première année, en 2013, on a eu un grand effectif au CP1, la première classe. Des grands enfants qui n'allaient pas de 10 ans, qui n'étaient pas là à l'école, on a réussi à les rattraper, en les empêchant ainsi d'aller au champ. Selon un rapport de la Fondation Initiative Internationale pour le Cacao, entre 300 000 et 1 million d'enfants travaillent dans les plantations ivoiriennes. Pas ou peu payés, ils viennent souvent des pays voisins pour transporter des charges lourdes, pulvériser des pesticides ou abattre des arbres. Une situation inquiétante qui a poussé le gouvernement ivoirien à mettre en place un plan d'action national et débloquer près de 20 millions d'euros pour assurer l'éducation des enfants. En culture, depuis la disparition subite du père de la rumba congolaise, Papa Wemba, des réactions ne cessent de venir de part et d'autre sur le continent. À l'ambassade de la République démocratique du Congo au Gabon, des personnalités politiques, des personnes qui ont connu le roi de la Molokai viennent s'incliner devant le portrait de l'illustre disparu. Roland Diakou était sur place. Parmi les personnalités qui font des va-et-vient à l'ambassade de la République démocratique du Congo depuis la mort de Papa Wemba, figurait l'ambassadeur de l'Angola. C'est un vide, non seulement pour sa famille, mais c'est pour toute la communauté africaine et en particulier les pays voisins qui partagent le même destin que le peuple congolais. Donc quand il a commencé à jouer de la musique, on était encore
à l'école secondaire. François Luambo, chef de la diplomatie de la RDC au Gabon, n'a pas manqué d'exprimer la tristesse qui l'anime depuis le matin du 24 avril. J'ai eu la première nouvelle à 6 h du matin. C'était une émotion. Et je ne peux pas vous dire les émotions que j'avais eues et comment j'avais pleuré, parce qu'en fait, c'est un frère. Très proche de l'artiste disparu, François Luambo se souvient des débuts de la star Wemba. Jules Wemba Dio, quand il a commencé la musique, c'est mon frère qui était un peu comme son sponsor, l'aider à pouvoir stabiliser sa musique. Mais comme il avait le don musical, il a fait tout ce qu'il a fait à travers le monde. Un hommage national sera rendu à Papa Wemba à Kinshasa, selon la volonté du président Kabila. La journée de jeudi, ce sera le départ du corps de Papa Wemba pour Kinshasa, attendu par le gouvernement congolais, parce que le président Joseph Kabila Kabange avait donné des ordres auprès de son premier ministre du gouvernement pour qu'on puisse organiser le funérail national. En plus de l'hommage qui sera rendu à Kinshasa, les autorités congolaises accréditées au Gabon ont également prévu un hommage à l'ambassade de la RDC au Gabon. Au Gabon, nous y restons. Eh bien, ce pays prendra part au prochain championnat d'Afrique des Nations de taekwondo qui se déroulera en Égypte du 18 au 23 mai 2016 prochain à Port Saïd en Égypte, d'où le début des préparatifs de la sélection gabonaise de taekwondo. Michel Zueyi et Rodrixi Magoy étaient sur place. Dans l'objectif de mieux aborder cette compétition internationale, la direction technique de taekwondo a décidé de s'y prendre plus tôt en initiant une première phase de préparation avec la sélection nationale des Panthères du Gabon, version taekwondo. On est en train de préparer la Coupe d'Afrique qui va se dérouler dans peu de temps. Donc là, on est en train de tout faire pour essayer d'avoir une sélection pour représenter le Gabon en Égypte, c'est tout. En plus, ce sont les champions du Gabon. Donc ils sont prêts et ce ne serait pas une première. Ils sont prêts à représenter le Gabon comme d'habitude. Et nous, les coachs, on ferait tout toujours pour que les couleurs du pays soient représentées toujours. Le championnat d'Afrique des Nations de taekwondo qui regroupera plusieurs pays africains en Égypte s'annonce même difficile. Les Panthères version taekwondo comptent aborder cette compétition en espérant réaliser un bon résultat. Il faut dire que le travail qui se fait, ce n'est pas un travail qui se fait maintenant. On a fait la préparation depuis fort longtemps pour certains et pour d'autres. Donc nous, on n'a pas baissé les armes malgré les différences des premières joutes. Donc on est toujours là dans le travail. Je pense qu'on va aborder cette compétition avec plus d'ambition, avec plus d'entrepreneuriat. On va entreprendre plus des choses, voilà. À noter que c'est au sortir de cette phase de préparation qui a pour objectif majeur de jauger le niveau réel des combattants et de déceler leur potentiel qu'une ossature solide de l'équipe nationale du Gabon de taekwondo sera mise en place pour ce grand challenge. Et dans le cadre de la rubrique 7 ans plus de ce journal, Ahmed Dioebogo vient de nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler du retour de Riek Machar au Soudan du Sud après plusieurs reports. Il nous parlera également de sa prestation de serment comme vice-président aux côtés du président Salva Kiir qui a demandé pardon au peuple soudanais avec la volonté ferme de ramener le Soudan sur la voie de la paix et du développement. Nous en parlons dans une poignée de secondes. Ahmed Dioebogo, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'être sur ce plateau. Alors, on parle finalement, le chef rebelle sud-soudanais est de retour finalement à Juba. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui finalement pourrait l'emmener à se plier à l'accord signé depuis le 26 août 2015 ? Bon, écoutez, Judith, plusieurs réponses peuvent être données à cette question, notamment une certaine pression de la communauté internationale ou encore le fait de vouloir respecter cet accord qui a été signé depuis 2015. Mais à quelle fin ? Pour quel intérêt ? Car une autre question peut-être qu'on aurait pu poser en prélude, c'est celle de savoir, même si on a des prémices de réponse, pourquoi Machar, n'est-ce pas, s'est rebellé. Alors, on peut répondre par ceci, certainement, certaines conditions, certaines revendications, n'est-ce pas, qu'il avait pu émettre ça et là, ont été remplies, puisqu'il avait été déjà vice-président, n'est-ce pas, de ce même régime. Aujourd'hui, il revient, on peut aller penser cela, mais qu'à cela ne tienne, nous n'avons véritablement pas le fond de ce qui l'amène là. Ce sont juste certaines circonstances, ce que nous voyons
ça et là. Alors on fait des analyses, mais qu'à cela ne tienne, il revient, et il a dit, il revient pour tenter avec le gouvernement actuel de redynamiser, de relancer le pays, tant sur le plan de la paix économique que sociale. Alors Ahmed Dioé-Bogo, qui a le plus à gagner dans cette réconciliation entre Machar et Salva Kiir? C'est le peuple soudanais qui a le plus à gagner, effectivement. C'est un peuple qui a été meurtri pendant fort longtemps. Alors je pense que cela lui fait quelque part un grand bien que ces deux grands hommes de ce pays, effectivement, se soient réconciliés, même s'il subsiste encore, effectivement, certaines critiques qui ne voient pas véritablement une paix réelle entre ces deux grands hommes, comme je disais tantôt, qui pensent certainement que d'autres intérêts, n'est-ce pas, sont cachés là-dessus. Maintenant, sur le plan personnel, je pense que c'est Machar qui a le plus à gagner, puisque Salva Kiir est le président élu et le président qui a été reconnu par la communauté internationale. Alors à ce niveau, ce serait l'autre qui devrait se plier, n'est-ce pas, à vouloir revenir, n'est-ce pas, sur la scène politique de ce pays. Alors peut-on dire que la paix est définitivement scellée au Soudan du Sud et qu'on n'entendra plus parler des armes dans ce pays? Pas vraiment, on ne peut pas totalement le dire parce qu'effectivement, il subsiste encore quelques poches, ça et là, de certains rebelles qui, comme je le disais tantôt, n'ont pas accepté déjà de cet accord de paix qui a été signé, qui ne se voit pas dans cet accord de paix, qui s'oppose totalement au régime du président Salva Kiir. Mais quand même, l'espoir demeure. L'espoir demeure, pourquoi? Parce que c'est un grand pas qui a déjà été franchi. Voilà, on peut penser effectivement qu'avec une pensée positive du président, de son vice-président, avec un rassemblement des fils et filles, avec le cessez des armes, que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Mais maintenant, la question qu'il va falloir se poser, c'est les rebelles, l'armée des rebelles, ces militaires, que vont-ils devenir véritablement? Parce qu'ils sont quand même près de 2000. Voilà. Quelle place vont-ils occuper, n'est-ce pas, au sein de ce pays? Est-ce qu'ils vont intégrer l'armée? Auquel cas, ça devrait être une bonne chose pour renforcer effectivement cette force. Mais maintenant, d'autres personnes pensent effectivement que Machar a une autre idée en tête, celle qu'il a toujours mûrie, c'est celle de prendre le pouvoir. Merci Ahmed Dioé-Bogo, et on espère un réel retour de paix au Soudan du Sud, voilà, qui vient mettre un terme à ce journal. Mais avant, le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. Après plusieurs jours d'atermoiement, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est enfin arrivé hier à Juba, où il a immédiatement prêté serment comme vice-président, appelant à l'unité et à la réconciliation aux côtés du président Salva Kiir. Le président de l'organisation patronale française MEDEF, Pierre Gattaz, est à Abidjan pour nouer un partenariat durable gagnant-gagnant. Ce geste marque le souhait de Pierre Gattaz de relever la part de marché de l'Hexagone. Patrice Talon est à Paris, où il a rencontré pour la première fois depuis sa prise de fonction à la tête du Bénin son homologue français François Hollande au palais de l'Élysée. Les deux hommes d'État ont d'abord eu un tête-à-tête avant de donner une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils ont affiché leur volonté de développer de chaleureuses relations de coopération. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite au programme sur Canal 7, la télévision panafricaine.